Bonjour. Lors de ce studio Lacan, nous allons parler de Kojève et du rêve russe. Avec Rambert Nicolas, qui nous fera découvrir un autre Kojève que celui de l'introduction à la lecture de Hegel, qui nous fera découvrir le Sofiat Kojève. Ensuite, nous découvrirons la chronique Écho de la culture avec Pierre Sidon, qui nous parlera du dernier livre de Giuliano da Empoli, qui mentionne tant dans son livre précédent Le Mage du Kremlin que dans L'heure des prédateurs, l'homme qui nous réunit aujourd'hui, Kojève. Rambert Nicolas, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de Studio Lacan à venir nous parler de votre livre, notamment de votre livre La conscience de Staline, Kojève et la philosophie russe. Alors, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes spécialiste donc de la philosophie russe, mais vous êtes également traducteur et éditeur, puisque ce livre, comme Jean-Claude vient de le laisser entendre, ce livre paraît en même temps est paru donc le mois dernier, en même temps que le premier tome de Sophia, donc ce livre, cet opus de Kojève, que Kojève d'ailleurs, vous nous expliquerez ça, voulait faire paraître en URSS, mais la Deuxième Guerre mondiale s'en est mêlée et donc finalement ça n'a pas eu lieu. Alors vous êtes donc beaucoup pour la publication de ce premier tome de Sophia, puisque vous en avez assuré l'édition et également vous avez traduit du russe. Alors, en effet, ce que vous nous faites découvrir, celui que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui, c'est un autre Kojève, là encore, comme le disait Jean-Claude à l'instant. Effectivement, vous le dites dans votre livre, on s'est beaucoup intéressé en France au Kojève hegelien, n'est-ce pas, au Kojève du séminaire qu'il a donné de nombreuses années donc aux hautes études dans les années 30, auquel toute une intelligentsia parisienne s'est pressée, à commencer par Lacan, Aron, Queneau, et Bataille, en effet. Et avec vous, donc, on va découvrir un Kojève qui est la conscience de Staline, donc un Kojève communiste. C'est à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Effectivement, c'est un Kojève qu'on connaît moins. On connaît surtout son célèbre séminaire, qui s'intitulait d'ailleurs La philosophie religieuse de Hegel. Oui. Mais on oublie que ce séminaire, donc, qui a couru de 1933 à 1939, fait écho en réalité à un autre séminaire, un an auparavant, sur la philosophie religieuse russe. Donc, un écho assez clair entre la philosophie religieuse de Hegel et la philosophie religieuse russe, donc de 1932 à 1933, dans lesquelles il était question d'abord et avant tout du maître de la philosophie russe, du père fondateur de cette dernière, à savoir Vladimir Soloviev. Et également, ce séminaire de Kojève faisait écho à ses travaux qu'il avait commencé dans les années 1924 sur Soloviev et qui avait donné lieu à une thèse sous la direction de Jasper, soutenue en 1926, à savoir Die religiöse Philosophie
Vladimir Solovyov, c'est-à-dire la philosophie religieuse de Vladimir Solovyov. Et là, on voit bien, lorsqu'on s'y intéresse, que cette question de la philosophie religieuse a été déterminante d'abord pour Kojève, mais en réalité pour la génération russe des années 30, et qu'elle a continué, et dont on a des allusions, et d'ailleurs presque davantage que des allusions, dans ce séminaire sur Hegel. Oui, des allusions. Est-ce que Soloviev est fort présent dans l'introduction à la lecture de Hegel? Soloviev... Parce que je n'ai pas vu son nom, par exemple. Non, dans les... Après, il faut savoir que on n'a pas la totalité des cours, puisque ce sont des notes de Queneau. Donc il faudrait voir dans les textes même de Kojève si apparaît le nom de Soloviev, ce qui n'est pas sûr, n'est pas sûr du tout. Par contre, apparaît un certain nombre de concepts typiques de la philosophie religieuse russe, à savoir l'anthropothéisme, soit l'homme-dieu, et Kojève savait très bien où il tirait cette conception de l'homme-dieu, ou du dieu-homme et son inversion, donc déjà chez Dostoïevski, dans les démons de Dostoïevski, on trouve. Avant d'en venir à Soloviev, justement, à propos de cet autre Kojève, parce que nous, ici, donc, on s'intéresse beaucoup à Lacan, et justement, donc, ça n'est pas le Kojève que Lacan a connu non plus. Donc, je pense que, Jean-Claude, tu voudrais poser des questions à ce sujet. Oui, l'influence de Kojève sur Lacan, sur le jeune Lacan. Donc, la lecture kojèvienne de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, dont le dernier chapitre porte justement sur la religion et le savoir absolu, est fort présent dans l'élaboration de Lacan. Ça, effectivement, on pourrait dire de 1936 à 1957-58, à partir du moment où il introduit S barré, petit a moins phi, là alors il devient freudien. Mais avant, effectivement, il y a comme l'incidence de l'élaboration et de la médiation de la dialectique kojèvienne dans les concepts lacaniens. Et notre document, donc, sur 2 points bien précis. D'une part, la fameuse lutte pour la reconnaissance, c'est-à-dire la dialectique conduisant à l'opposition entre le maître et l'esclave, que Lacan reprend. Et alors, on a tous ces concepts lacaniens, pas un élément sans l'autre. Bien sûr. Pas un sujet sans l'autre, pas le désir de l'un sans le désir de l'autre. Ou encore, l'inconscient, c'est le discours de l'autre. C'est-à-dire, dès qu'on a de l'autre, c'est fondamentalement la dialectique kojèvienne qui intervient là. Et il lui faudra un petit temps pour que l'inconscient ne soit pas le discours de l'autre, mais structuré comme un langage, par exemple. Que le sujet soit plus le sujet en demande de reconnaissance, mais le sujet divisé, par exemple. Alors, le deuxième point, fondamentalement, sur quoi Kojève, dans son introduction à la lecture de Hegel, met fort l'accent, c'est sa théorie de la fin de l'histoire. Or, cette théorie de la fin de l'histoire, nous la retrouvons dans l'élaboration de Lacan, lorsqu'il parle de la fin de la cure, et notamment, étonnamment, de la satisfaction du particulier et de l'universel. La fameuse Befriedigung hegelienne que Lacan abandonnera de nouveau après 58, où il introduira la perte de l'objet, etc. Et donc, pouvez-vous, si vous voulez, nous développer ces quelques points et comment, par exemple, ces points sont repris dans Sophia? Oui, parce que Rambert Nicolas dit que lui, il a pu lire Lacan à partir du moment où il avait lu Kojève. Hein. Ah oui, c'est un peu une boutade, mais... Ça, c'est bien vrai. Oui. Il y a plusieurs éléments fondamentaux de l'élaboration lacanienne qui dépendent de ce que Lacan doit à Kojève. Non, bien sûr. Alors, pour l'anecdote, quand j'étais enseignant en Russie, au Collège universitaire français de Moscou, un étudiant qui travaillait en philosophie et qui était aussi psychanalyste faisait son mémoire sur Lacan. Et à la même époque, je commençais mes lectures kojèviennes. Et c'est vrai que la lecture de Kojève en parallèle avec son mémoire, je ne connaissais pas Lacan, m'a permis de comprendre ou d'entrer dans Lacan. Mais malheureusement, je reste un néophyte. Et donc, comment dire, ce que je dirais de Kojève trouvera certainement des échos pour vous qui connaissez Lacan. Mais j'aurais du mal à distinguer, moi, comment l'influence s'est faite,
où elle s'arrête, etc. Pas des traces. Voilà. Alors, concernant la dialectique du maître et de l'esclave, c'est une dialectique importante et il y a plusieurs façons, disons, de la prendre. À mon avis, on peut la comprendre de cette façon. D'abord, on est face à un animal anthropomorphe qui n'a pas encore bien compris qui il était, à savoir autre chose qu'un animal, mais un homme. Mais la première question qui se pose, c'est dès lors, qu'est-ce qu'un animal ? La définition de Kojève, elle est simple, elle est hegelienne. L'animal, c'est celui qui a un instinct, c'est-à-dire celui qui fonctionne pour sa survie. Mais voilà. Et donc, qui tient à la vie, qui tient à son corps. Exactement. Et donc, qui n'est pas prêt à sacrifier sa vie, son corps. Qui n'a même pas conscience. Qui n'a même pas l'idée. Qui n'en a pas... C'est une question. Alors, mais donc pour Kojève, c'est effectivement, voilà, c'est ça l'idée. Bien, ce sera ce moment en fait où c'est très curieux. Le renversement est hegelien si on le comprend. C'est-à-dire que d'ordinaire, la question elle se posait déjà chez Descartes classiquement. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je vous reconnais comme des hommes et non pas comme de simples automates ? Qu'est-ce qui fait que je pense que vous êtes véritablement détenteur d'une humanité distincte de l'animalité, voire distinct même chez Descartes du simple automate. C'est une question de reconnaître l'autre. Mais chez Hegel, et Kojève va partir de là, il y a une inversion de cette question, à savoir qu'est-ce qui fait que l'autre me reconnaît comme homme et ne me prend pas pour un simple animal, voire un esclave ou sa simple chose. Et comment je fais pour être reconnu par l'autre ? La réponse de Kojève est célèbre, c'est ce moment où je m'engage avec l'autre dans un jeu assez étrange qui est une sorte de roulette russe en fait, le jeu du risque de la vie. Je vais te prouver que je suis autre chose qu'un animal dans la mesure où je suis capable de refuser mon instinct, c'est-à-dire la conservation de ma vie. Je vais te prouver que je peux risquer sans aucune considération biologique, voire contre la biologie, ma vie, montrant par là même que je suis un homme, c'est-à-dire la mort incarnée. Là, ça fait écho à Dostoïevski. Voilà, alors c'est un point que je trouve très beau dans votre livre, c'est que vous nous faites plonger, comme on disait en préparant cette émission, dans l'âme russe, ce que, qu'on se représente un peu d'une façon peut-être cliché ici en France, mais effectivement, vous citez énormément Dostoïevski dans votre livre. Il y a beaucoup de résonance justement entre cette philosophie et toute cette question spirituelle par le truchement de Soloviev, tout ce rapport des Russes à la mort. En fait, il y a des échos, en effet, dans votre livre. Enfin, vous allez puiser très loin dans cette tradition littéraire russe et vous donnez une forme, il me semble, à tout ça avec Kojève. Oui, effectivement. Mon entreprise était de comprendre Kojève à l'aune de la philosophie religieuse russe, puisqu'il en est clairement un des héritiers de cette philosophie religieuse russe, ne serait-ce que parce qu'il a fait son travail universitaire, sa thèse, sur le père fondateur de la philosophie religieuse russe, Soloviev. Mais également par ce texte, Sophia, Sophia étant une allusion très nette à la philosophie de Soloviev. Kojève le dira à de nombreuses reprises, la parole la plus originale de la pensée de Soloviev, c'est ce concept de Sophia, et lui-même dit qu'il faudra s'y atteler longuement à ce concept de Sophia. Donc, quand j'ai découvert dans les manuscrits de la Bibliothèque nationale de France ce titre, Sophia, chez Kojève, moi, m'intéressant à Soloviev, j'étais tout de suite attentif à cette inscription
dans une tradition russe. Concernant le caractère spirituel des choses, il faut voir ce que l'on entend par spirituel. Enfin, je voulais dire plutôt ce messianisme russe. Non, spirituel est un mot intéressant, est un mot important, d'autant plus que dans Sophia, il pose un problème qui est assez redoutable, à savoir la possibilité de passer la censure sur ce mot précis, puisque le matérialisme dialectique stalinien, et là c'est un écart très fort avec la pensée soviétique, donc c'est aussi un travail de contorsion de la part de Kojève dans ce texte-là, de réintroduire une forme de spiritualité ou de réintroduire un spirituel auquel qui soit débarrassé de religion, en fait, ou plus exactement qui soit débarrassé de la figure de Dieu. Donc ça serait quoi un spirituel sans Dieu, et qu'est-ce qu'on entend par spirituel? C'est une question. Ah ben justement, donc ça c'est en rapport avec la deuxième question que j'aimerais vous poser. Dans votre livre, il y a de longs développements sur justement Soloviev et notamment donc sur cette philosophie religieuse. Et plus précisément sur une bascule. Sur la bascule qui l'opère. Est-ce que c'est Soloviev qui opère cette bascule ou est-ce que c'est Kojève qui opère cette bascule? La bascule, cette mutation du Dieu homme en homme-dieu. Est-ce que c'est déjà chez Soloviev ou non? C'est Kojève qui accomplit cette mutation qui est seulement annoncée chez Soloviev. Fondamentalement, donc, c'est le passage du théisme, et donc de la croyance, à l'athéisme. Il y a le savoir, c'est plus le savoir qu'on a mais auquel on n'a pas accès, c'est vraiment le savoir qu'on a accès, qu'on a intégré. Pouvez-vous nous dire donc quelques mots sur cet athéisme, voire sur un sujet qui est en quelque sorte maître athée? Alors, l'autre question, donc effectivement, à partir des années 40, mais déjà dans l'introduction à la lecture de Hegel, il y a, comme vous dites, quand vous avez parlé de l'anthropologie ou de l'anthropothéisme, il y a déjà cette idée de l'homme-dieu. Or, on sait qu'après 1945, il y a eu des réunions et des conversations très régulières avec des jésuites. Avec Gaston Fessard que vous citez dans votre livre, avec Henri Bouillard, avec Edmond Ortiguez, et j'aimerais savoir comment eux ont supporté un maître athée. Mais donc vous voyez, comment on passe, mais donc ce qui est intéressant d'abord, c'est la bascule. Bien sûr. La bascule. Alors, pour vous répondre sur votre première question, à vrai dire, avant Soloviev et avant Kojève, c'est Dostoïevski. Il faut rappeler que ça vient des démons de Dostoïevski. La conversation entre Stavrogin et Kirillov, Stavrogin lui disant mais ça a déjà existé, c'est le dieu homme, et Kirillov qui parle de son suicide et qui lui répond non, c'est pas le dieu homme, c'est l'homme dieu. Et donc l'inversion se trouve d'abord et avant tout chez Dostoïevski. Ensuite, on la retrouve également chez Soloviev, effectivement. Et il faut voir aussi que Soloviev et Dostoïevski entretenaient des rapports étroits. Soloviev était considéré par Dostoïevski comme à la fin de sa vie, à la fin de la vie de Dostoïevski, comme le seul interlocuteur valable qu'il avait, et les frères Karamazov ont été écrits en grande partie sous l'influence de Soloviev, ce qui est assez étonnant puisque Soloviev incarne à la fois Ivan Karamazov et aussi Alyosha, et Alyosha incarnerait la position du dieu-homme, Ivan Karamazov de l'homme-dieu. Et il y a cette espèce d'ambiguïté quasiment dans la totalité de la philosophie de Soloviev jusqu'au dernier Soloviev, donc les 3 entretiens et le court récit sur l'Antéchrist, où Soloviev comprend clairement que sa philosophie passée pouvait mener vers un athéisme particulier qui est un anthropothéisme, et qu'il fallait en fait revenir au dieu homme et non pas à l'homme dieu. Il a reculé. Il a reculé et Kojève est particulièrement intéressé par ce dernier texte. Il dit que Soloviev a été brisé de lassitude par cette idée, et lui, cette idée qu'il a brisée de lassitude, il la reprend. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est pas le seul à la reprendre. C'est-à-dire que un révolutionnaire russe, Boukharine, révolutionnaire russe de premier plan,
c'est pas un petit révolutionnaire russe. Qu'on lui a demandé une courte notice autobiographique, une des premières choses dont il parle, c'est précisément ce court récit sur l'antéchrist de Soloviev, et il dit quoi ? Je me prenais pour l'antéchrist. Et d'une certaine façon, la philosophie de Kojève, c'est une reprise de l'antéchrist, à savoir littéralement l'inversion. Le Christ étant le Dieu homme, l'antéchrist étant l'homme Dieu. Ce qui pose la question donc de l'athéisme et d'un certain athéisme, parce que c'est un athéisme extrêmement particulier de parler d'un athéisme qui soit une considération comme étant d'homme Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par athéisme d'ordinaire ? D'ordinaire, la question c'est des dieux, c'est la position de Lucrèce. On n'en parle pas. Ils n'interfèrent pas dans ce monde et dans ce monde, tout est affaire d'action et de réaction. Il n'y a pas de radicale transcendance. Cette radicale transcendance ne se présente pas. Par radicale transcendance, on entend quelque chose de très simple. C'est-à-dire c'est la possibilité que un être ou une chose ait d'agir sur vous, mais vous ne pouvez pas réagir sur elle. Kojève dit, on a cru que les étoiles étaient des dieux jusqu'au moment de Newton, quand on comprend qu'en fait l'homme ou pas l'homme, les d'autres planètes ont par la loi de la gravité une sorte de réaction et que tout est enchevêtré et qu'il n'y a jamais d'action pure sans qu'il y ait une réaction, alors c'est la fin de la transcendance. On se retrouve tous sur le même plan. Une action entraînant une réaction, et je ne peux pas agir sur vous sans que vous ne réagissiez sur moi, sans avoir un impact. Mais si, par impossible, je peux agir sur vous, et vous ne pouvez rien sur moi, alors là, on aurait un acte de transcendance pure et on aurait un acte de l'incarnation d'une divinité dans le monde. Le miracle, par exemple, ce moment où on est en train de rompre toutes les lois physiques d'action et de réaction, les lois physiques de la nature, et où celui qui a rompu cet enchevêtrement causal se retrouve ailleurs. C'est ça. Et ça, c'est fondamentalement le discours de la science. Hein ? Oui. Bien sûr, la science comme athéisme plat. C'est ça. Il n'y a plus de transcendance, il n'y a que des lois. Exactement. Est-ce que dans d'autres discours, notamment donc le discours analytique, est-ce qu'on peut dire il n'y a plus de savoir supposé dans l'autre, il n'y a plus une dimension de l'autre qui m'échappe. Ce qui est supposé là est accessible et préhendable. Voilà, je le comprends, begreifen. Alors, là vous... Ou au contraire, non, il y a quelque chose de radicalement inaccessible qu'on accepte. Alors, et alors, effectivement, on retombe dans le théisme. Parce que si je comprends bien, c'est ça l'opposition entre théisme et athéisme. Théisme, il y a quelque chose d'inaccessible. En fait... tandis que l'athée, c'est ce qui est supposé à l'autre, j'y ai accès et je peux l'intégrer, me l'approprier. Et... un certain athéisme, c'est-à-dire un athéisme qui considère effectivement qu'il n'y a plus de transcendance possible. Mais il y aurait une autre forme d'athéisme qui est un anthropothéisme kojèvien, disons, qui se confronte à quelque chose de très particulier, d'un événement radical, à savoir sa propre conscience de sa mort. Lorsque je prends conscience de ma mort, je prends conscience d'un ailleurs qui est un nulle part. C'est-à-dire, je prends conscience qu'il y a autre chose dans le monde. Et là, c'est tout à fait... il y a un autre du monde, où tout n'est pas situé sur le même plan. Pour le comprendre, c'est assez simple. Si vous faites de la physique... athéisme plat, voilà. C'est qu'un recommencement perpétuel des mêmes agencements d'atomes. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas véritablement de mort. Disons, dans un temps infini, il y aura une recomposition infinie, un réagencement éventuel des mêmes choses. Mais si jamais vous considérez qu'il y a une mort authentique, c'est-à-dire il y a un avant et un après cette mort, il y a un avant qui ne reviendra jamais, il y a une disparition authentique d'un individu qui a véritablement disparu du monde et qui a pris conscience de sa disparition définitive dans le monde, alors vous faites droit à l'ouverture, à une ouverture autre, vous faites droit à la possibilité d'une transcendance dans ce monde.
Alors, on va s'interrompre quelques instants quelques minutes pour accueillir notre collègue Pierre Sidon, qui va venir nous parler du dernier ouvrage donc de Giovanni da Empoli, Giuliano da Empoli, L'heure des prédateurs. Bonjour Pierre, donc pour vous présenter, vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse, et aujourd'hui vous allez nous parler donc du dernier ouvrage de Giuliano da Empoli. Voilà, alors c'est un essai sous forme de roman vrai, des tableaux, de choses vues au cours de sa carrière de conseiller politique, puisqu'il était conseiller du Premier ministre Matteo Renzi pendant plusieurs années, et il est devenu romancier à succès international avec le fameux Mage du Kremlin. Oui, donc une sorte d'écrivain, conseiller du prince, à la Kojève, est-ce qu'on pourrait dire ça, à la Kojève ? Il le cite d'ailleurs en épigraphe du Mage. La vie est une comédie, il faut la jouer sérieusement, très belle phrase. Mais il est aussi lacanien d'ailleurs, puisqu'il a un propos sur les rapports entre la fiction et la vérité, lorsqu'il dit que la relation entre la fiction et la réalité est structurelle dans la politique, et il rajoute, et peut-être dans nos vies aussi. Mais c'est surtout parce qu'il a perdu politiquement, c'est comme ça qu'il parle de sa carrière, qu'il dit pouvoir écrire sur le pouvoir. Et en cela, pour Kojève, c'était, semble-t-il, différent, puisqu'il mettait un succès en librairie en dessous de la satisfaction de l'imposition d'un système douanier, disait-il. Donc c'est un parcours inverse, semble-t-il. Alors justement, à propos de ce parcours inverse, est-ce que vous voyez dans ce parcours inverse, qui va donc de la politique à l'écriture, dans le cas de l'auteur qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que vous y voyez un signe des temps ? Peut-être un signe d'une forme d'impasse des démocraties, comme le dit Marcel Gauchet. Da Empoli dit aussi qu'il a abandonné temporairement la forme romanesque, la fiction, dans son travail, parce que la fiction a ses règles de cohérence, tandis que la réalité a moins de contraintes. C'est un renversement. La réalité dépasse la fiction et on le sent divisé par la description du retour de la force en politique, il me semble. Il faut dire que le titre de son enseignement à Sciences Po, du moins il y a quelques années, tel que Wikipédia le recense, c'était de la poésie à la prose en politique. Alors la poésie étant censée représenter la conquête du pouvoir et la prose, plus prosaïquement, représenter l'exercice du pouvoir. On comprend qu'il y ait comme un échec de l'acte dans ces conditions, quelque chose du blabla de la politique, d'une routine peut-être assez fonctionnalisée qui l'a déçu. Alors, le roman, l'essai présente un parallèle un peu fictionnel entre les conquistadors et les Aztèques et les nouveaux conquistadors de la tech. Il décrit donc comment les démocraties ont été trop conciliantes à accueillir ces prédateurs nouveaux, alliés à ceux que notre Christian Salmon National appelait les bouffons dans son célèbre essai « Le pouvoir grotesque » et qui menace de renverser justement les règles de la démocratie et de l'ordre ancien, qui est déjà un ordre ancien pour nous peut-être. Et il décrit parfaitement d'ailleurs, c'est très frappant, ce que c'est que l'intelligence artificielle. Il a tout compris. Par exemple, il lui préfère le terme d'ailleurs d'autoritaire plutôt que artificiel, et il explique dans une phrase qui est très lacanienne aussi, le codage numérique accomplit son œuvre implacable d'homogénéisation en éliminant tout ce qui ne peut être quantifié. Donc on lit vraiment quelque chose de ce que nous on appelle la jouissance avec Lacan. Oui, donc l'intelligence autoritaire. C'est ça. Est-ce qu'il nous donne des pistes pour résister justement à cette intelligence autoritaire ? Alors, lui dit que non, très modestement.
Et il dit, j'ai fait de la politique quand je pensais avoir des réponses, j'ai cessé d'en faire, j'ai commencé à écrire des romans quand je me suis aperçu que je n'en avais pas. Il juge par contre que la réponse des populistes n'est pas la bonne. Et est-ce qu'il en a une autre? Lui, non. Alors, il me semble qu'on a affaire à une nouvelle opposition individu-société, dans laquelle l'intelligence artificielle va occuper le rôle d'une prothèse extrêmement addictive, qui va apporter tant de bénéfices qu'on va l'aimer, on ne pourra pas s'en passer. Et c'est peut-être ce que Lacan appelait l'illusion d'un conditionnement universel, puisque ce sont des intelligences artificielles individuelles, individualisées, dans la poche. Et le bouffon en politique, il me semble, qui nous promet de débloquer nos démocraties paralysées, par peut-être un formalisme juridique désincarné, mais l'individualisme démocratique est flatté par le bouffon en politique pour mieux la raisonner par la tech. Et nous précipiter dans un utilitarisme vraiment effrayant. Et donc, on pourrait peut-être répondre à Giuliano da Empoli que son écriture est un acte et qu'elle vise ce réel dans le mille. Merci Pierre. Pour cette chronique, j'ai l'impression que vous aviez envie de réagir. Oui. Plusieurs reprises. Donc allez-y. Pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai lu les 2 livres, L'Ordre des prédateurs et Le Mage du Kremlin. Dans Le Mage du Kremlin, il parle de Zamiatine. Donc forcément, en tant que lecteur attentif de Zamiatine, de la philosophie russe, j'étais tout à fait frappé. Parce que ça fait écho aussi à ce que vous êtes en train de dire. Et parce que dans Sophia de Kojève, et d'ailleurs dans le premier tome, il y a aussi une possibilité de réponse à ce que vous venez d'apporter. Chez Giuliano da Empoli, alors dans Le Mage du Kremlin, ce qui est intéressant, c'est de voir que par rapport à la tech, ce qui lui fait horreur, c'est précisément la possibilité d'une grande machine computationnelle qui nous réduise à nos goûts, à nos dégoûts et qui nous propose ce que l'on veut selon presque notre nature. Une sorte d'essence humaine que l'on aurait presque par naissance et où on serait mis à des places et où on serait conforté par des places, à ces places-là, de façon algorithmique. Ce qui est tout à fait intéressant. La machine, c'est mieux que moi ce que j'aime. C'est souvent le cas. Quand on va sur Amazon, on nous conseille quelque chose qui nous parle. Tous les feeds. La façon dont on est pris dans TikTok, éventuellement, les jeunes surtout. Exactement. Et donc l'algorithme nous situe mieux, c'est-à-dire nous met à une place et nous met à la bonne place. Non, mais on a l'impression que l'algorithme sait mieux que nous. Oui, c'est ça, qu'il nous connaît. Et bien sûr, parce que pour le dire de façon, à la façon de Zamiatine, c'est une grande table de multiplication. Le problème du personnage dans Zamiatine, qui oscille en fait entre une liberté radicale et une soumission à cette place, c'est de dire la table de multiplication, elle ne se trompe jamais. Et moi, je suis un chiffre dans la grande table de multiplication. Et donc, c'est le début de cette intelligence computationnelle qui va tous nous placer à la bonne place, à la place où elle nous comprend mieux que ce que l'on se comprend soi-même. Ce qui nie parfaitement la liberté et ce qui nie parfaitement la possibilité de sortir de cette place. Et pourquoi? Dès lors, c'est autoritaire, parce que la machine, de ce point de vue-là, peut mieux que nous-mêmes nous situer et nous placer. Mais ça suppose quand même quelque chose qui est assez lourd d'un point de vue philosophique, à savoir que on aurait nécessairement une place définitive dans ce monde. Sans pouvoir se réinventer jamais. Sans pouvoir se réinventer jamais. Ce qui n'est pas du tout une évidence. Ce qui est d'autant moins une évidence lorsque l'on prend les derniers développements philosophiques actuels, à savoir la possibilité de transcender même son genre biologique. Ce moment où en fait je refuse que cette place assignée par la biologie, où je suis plus tout à fait homme ou plus tout à fait femme ou plus tout à fait un genre, et où en fait je peux me construire moi-même. C'est-à-dire que il n'est pas du tout évident que cet grand algorithme qui nous situe dans des places soit véritablement le dernier mot, ni même le mot actuel. Mais ça, c'est une autre question. J'aimerais en venir au titre de votre ouvrage, La conscience de Staline. Et
j'aimerais vous interroger sur cette expression que l'on trouve dans différents ouvrages, que ce soit les mémoires de Raymond Aron, les mémoires de Marjolin, la correspondance avec Carl Schmitt. Plusieurs fois, il intervient là-dessus, en disant même que, dans son cours d'introduction à la lecture de Hegel, au lieu de dire Staline, il disait Napoléon. Hein? Au point qu'il y a un parallèle entre Hegel et Napoléon et Kojève et Staline. Dans la correspondance de Carl Schmitt et dans le dernier entretien avec Gilles Lapouge en 68. En lisant ces textes, donc l'expression et ces textes où se trouve cette expression, on se pose la question, qu'est-ce qu'un acte politique ? Voire qu'est-ce qu'un acte héroïque ? Je sens dans votre livre une ambition de poser un acte révolutionnaire. Vous êtes encore dans l'action. Vous n'êtes pas le sage qui voit la chose et qui est satisfait du monde tel qu'il est. Qu'est-ce qu'un acte politique ? Qu'est-ce qu'un acte héroïque ? À l'âge des États se réduisant à la gestion administrative, dit Kojève dans sa correspondance avec Carl Schmitt. Ou au contraire, il y a encore un possible pour ces actes-là, pour l'acte politique. Donc ça rejoint un peu votre question sur l'acte politique à l'âge de l'intelligence artificielle, autoritaire. Votre position subjective, dans ce livre, va un peu dans ce sens-là. L'acte politique, l'acte héroïque. Là où, dans la correspondance avec Carl Schmitt, il semble douter qu'il y ait encore un acte politique possible. Il dit ça en 1955. Alors, débrouillez-vous avec cette question. Non, mais ça rejoint la question de Pierre Sidon. Hein, je vais essayer qu'est-ce qu'un acte politique d'y répondre, mais je pense toucher les lacaniens d'une certaine façon, parce que je vais répondre sur le terme de conscience. Donc vous disiez que c'était un terme très usité dans la langue russe. Voilà, c'est parce qu'il y a deux mots pour conscience en russe. Il y a soznanie et il y a soviest. Et là, le terme qu'il faudrait employer, c'est soviest. Alors, je vais l'expliquer, c'est conscience au sens de conscience morale. Soznanie, c'est une diglosie russe héritée de la différence entre le slavon et le russe quotidien parlé. Znanie, c'est le savoir théorique, c'est la vision. C'est lorsque je pose l'altérité par la vue comme objet, comme image. Et soviest, c'est pas znat, c'est viesti, c'est viedat, à savoir c'est un certain type de savoir qui est un savoir plus empirique et également un savoir qui a pu donner un autre mot en russe, à savoir poviest, qui est le récit, le savoir par récit, par en fait écoute. Donc le mot soviest, si on le comprend, il est gros d'un récit, c'est-à-dire que ma conscience morale est riche d'un discours et d'un récit historique. Bref, la conscience, là, c'est pas la conscience qui voit et qui pose l'autre par la vue, c'est la conscience qui entend et qui écoute la parole de l'autre. C'est non pas une conscience du regard, mais c'est une conscience de l'oreille. Si j'ose dire. D'accord. C'est-à-dire, c'est le moment où j'intègre en moi le discours de l'autre. Et d'abord, j'intègre en moi le discours ou le récit de l'histoire. Donc, quand on dit « je suis », en russe, par exemple, c'était la formule que l'on a employée pour Soloviev. « Je suis la conscience sovieste ». Donc riche d'une poviest, d'un récit. Je suis la conscience de la Russie. Ça signifie précisément que je porte en moi le récit de la Russie. Et ce récit m'oblige d'un point de vue moral. Mais c'est une autre... Intéressant. C'est une autre façon de concevoir. Donc effectivement, conscience de Staline, c'est extrêmement ramassé, on va dire, voilà, l'expression. Il y en a besoin de votre explication, là. Mais vous direz du côté du russe. Tandis que quand il écrit Carl Schmitt en allemand, Selbstbewusstsein, c'est de l'allemand. Et c'est un terme profondément hegelien. Et lorsqu'il se compare Kojève, Staline et compare Hegel et Napoléon, il y a toute une réflexion de Hegel sur la politique française qui va de la Révolution à l'Empire et à la Restauration. Est-ce qu'on a ça chez Kojève, par exemple ? C'est-à-dire une réflexion, conscience
sur ce qu'il en a été de l'Empire napoléonien ou ce qu'il en a été de l'action politique de Staline, par exemple. Est-ce qu'il y a un jugement sur... Parce que vous voyez, c'est pas la même chose de le dire en 1938, même si déjà on savait beaucoup de choses, que de le dire en 1968, dans l'entretien avec Gilles Lapouge, où entre-temps il y a eu quand même le rapport Khrouchtchev. Et donc... Oui, alors, sur cette expression « conscience de », oui. Effectivement, Kojève, il l'emploie en français, il l'emploie en allemand, il l'emploie probablement, mais je ne l'ai pas trouvé, mais après, je n'ai pas non plus tout lu sa correspondance. Certainement qu'il l'emploie en russe, parce qu'en fait, c'est une expression usitée, une expression russe usitée. Être la conscience de, c'est très... La conscience de. En fait, et il ne peut pas l'ignorer, puisque il a fait sa thèse sur Soloviev, et Soloviev, son neveu par exemple, mais pas que son neveu, c'est la conscience de la Russie. Et puis il y a d'ailleurs un livre, je crois qu'il est paru dans les années 50 en France, sur Soloviev. C'est une anthologie de textes de Soloviev qui s'appelait La conscience de la Russie. Et si vous lisez par exemple Irina Golovkina, Les Vaincus, il y a Irina Golovkina, c'est la petite fille de Rimsky-Korsakov, famille noble russe en Ukraine. À un moment, elle parle de son grand-oncle, ou que sais-je, qui est dit la conscience de Kiev. Ce que je veux dire, c'est par là, c'est que c'est un titre. Quand Kojève dit ça, il y a une référence, lui a un sous-texte aussi russe, très certainement. Après, il faudrait voir philologiquement si on peut l'établir, mais en effet, la question de Jean-Claude, cela dit, est pertinente. Effectivement, bien sûr. Le dire en 38 ou en 68, c'est quand même pas pareil. Après, il y a 30 ans qui sont passés. Et après, voilà. La question sur Staline, évidemment, se pose. Il faudrait voir ce que l'on entend par Staline. Par Staline, ce que entend Kojève, c'est un athéisme. C'est-à-dire, c'est l'incarnation. Et par athéisme, il entend quelque chose de très fort, c'est-à-dire l'incarnation ou l'acceptation de l'homme de sa mortalité. Et l'acceptation que la vie, et d'abord la vie humaine, ne soit pas la valeur absolue. Et ça, c'est très brutal à entendre. Mais ce qui fait fond, vous le dites dans votre livre, sur ce rapport des Russes à la mort, qui n'est pas un nihilisme, comme vous le posez d'emblée. Et c'est même l'inverse d'un nihilisme. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre et qui est pourtant, d'une certaine façon, quand on l'a saisi, ça devient tout de suite plus limpide. Mais qu'est-ce que l'on entend la plupart du temps par nihilisme ? On entend par nihilisme le refus des valeurs. Et c'est quoi le refus des valeurs ? Et d'abord, comment on voit qu'on refuse une valeur ? On refuse de sacrifier sa vie pour une valeur. Je ne vais pas sacrifier ma vie pour l'amour, pour la démocratie, etc. Le plus important, c'est quand même de vivre et c'est quand même la biologie. Et donc, peu à peu, le nihilisme est pris dans son propre... dans une contradiction interne, si j'ose dire, puisqu'il se rend compte que même la vie, dans la mesure où il a pris conscience de sa mortalité, il lui devient de plus en plus difficile de vivre une vie de toute façon qui c'est éphémère et pour lequel il a rejeté toute forme de valeur supérieure, pour lequel il serait capable d'aller sacrifier sa vie. La mort de ce point de vue-là, elle est prise comme, si j'ose dire, une pierre de touche. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre vie pour ce qui fait le sens de votre existence ? Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout ? Jouons un peu. Et prenons la fameuse chanson de Brassens, très belle, « Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente ». Là, typiquement, on se dit, Brassens tranche. Il faut pas mourir pour ses idées. Mais parce que Brassens, de ce point de vue-là, pose encore l'idée comme étant une position extérieure. Mais l'idée n'est pas une position extérieure. L'idée, c'est un récit sur vous-même et c'est un discours qui constitue votre identité. Et si vous dites à Brassens, mais en fait, on va t'interdire de chanter, on va t'interdire de faire tes chants, on va t'interdire même de pouvoir dire mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Est-ce que Brassens va dire oui, d'accord, très bien, moi je préfère continuer à vivre et ne plus jamais chanter ? C'est pas du tout dit. Je ne sais pas si Brassens aurait accepté jusqu'au bout de refuser toute forme de mort ou de sacrifice. Par exemple, si on lui avait donné la possibilité, soit tu continues à vivre,
mais tu ne chanteras plus, tu ne feras plus ce qui a construit ton identité, tu ne feras plus ce qui t'anime et ce qui anime le sens de ton existence, mais tu vas continuer à vivre. Peut-être que le dilemme, si on le pose de cette façon, en comprenant que l'idée n'est pas du tout l'extérieur, pour la grande cause pour laquelle je me bats, mais en réalité, ma propre identité et le sens que j'ai donné à mon existence, peut-être que là, tout de suite, on voit que qui consiste à se sacrifier. Coup de fil entre Raymond Aron et Alexandre Kojève. Mai 68, donc un an avant, juin 68, où Kojève meurt. Hein. Coup de fil de Raymond Aron. Est-ce que mai 68, révolte ou révolution? Réponse de Kojève, combien de morts? Aucun. C'est pas une révolution. C'est pas une révolution. Là, tac. Réponse de Kojève à Raymond Aron. Oui, bien sûr, parce qu'il faut être capable d'aller jusqu'au sacrifice pour faire reconnaître son identité. Mais quand vous lisez la correspondance avec Carl Schmitt, vous savez, il est très dubitatif sur qui va encore se sacrifier. Or, pour lui, l'acte politique et l'acte héroïque, ça allait jusque-là. L'acte héroïque. Oui. À l'âge du management, de la gouvernance. Disons, c'est délicat. En plus, dans ces années-là, il est en train de changer de perspective puisqu'il introduit le tiers féminin dans sa dialectique du maître et de l'esclave. Et il estime que peut-être une des dernières luttes sera la lutte de la femme pour conquérir sa propre parole. Bon, alors, moi je voulais, pardon, parce qu'il va falloir qu'on leur tourne, malheureusement, mais pour conclure, je voulais conclure avec vous, n'est-ce pas, parce que vous, c'est très curieux, vous terminez en fait en donnant la parole à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vous qui concluez votre livre, en fait. Vous laissez le dernier mot, si j'ose dire. Alors, c'est pas n'importe qui, hein. Évidemment, c'est Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature. Et là, c'est un extrait, donc, de La fin de l'homme rouge ou Le temps du désenchantement, donc, ouvrage de 2013 pour lequel elle a eu le prix Médicis. Et quand même... Nobel oui, d'abord, et ensuite, le prix Nobel, elle l'a eu en 2015, si je ne m'abuse. Oui. 2 ans plus tard, pour l'ensemble de son œuvre. Donc, en fait, c'est quand même, c'est pas n'importe quelle citation, est assez longue, je vais pas la relire ici, mais il est question d'un Staline héros secret. Il est question d'une Russie à genoux qui s'est relevée vent debout contre le rêve américain, très bien. Et je cite, c'est un moment dangereux, donc le moment là, maintenant, hein, c'est un moment dangereux, il ne fallait pas humilier la Russie si longtemps. Donc ça me semblait que c'était pas une manière très banale de terminer ce livre sur Kojève, Conscience de Staline. Donc. Oui, bien sûr. Le livre de Svetlana Alexievitch est représentatif, je crois, de cette philosophie russe, de cette pensée russe, et notamment de Kojève et du Kojève de Sofia, ce sera vrai surtout dans le 2e tome. Pourquoi ? Parce que c'est une polyphonie. C'est-à-dire que Kojève fait quelque chose de très fort et de très beau. Il fait intervenir différentes figures qui prennent la parole en première personne. Et donc l'histoire, c'est pas seulement un narrateur, c'est des narrateurs qui prennent peu à peu la parole et qui construisent leur identité à travers leur propre discours, leur propre narration sur eux-mêmes. Et c'est jamais des narrations closes, ce sont toujours des narrations qui sont enchâssées dans d'autres discours. Là aussi, ça doit faire écho, je crois, à certaines thèses de Lacan, c'est-à-dire qu'à un moment, le discours, c'est le discours de tous les hommes et c'est une polyphonie. Et le livre de Svetlana Alexievitch est très beau de ce point de vue-là, parce que c'est pas même sa propre parole, c'est... l'ensemble des paroles, enfin un échantillon de paroles, de gens qui prennent la parole et qui racontent ce qu'était l'URSS et le désenchantement de l'effondrement de l'URSS. Et donc, ce que j'ai voulu montrer, ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire, en la citant en particulier, montrer ce que ça a été pour les Russes de prendre aussi la parole sur eux-mêmes. Et enfin, là, mais ça c'est un problème, donc il est vrai qu'on le comprend mal, mais de ce qu'on appelle humiliation ou pas humiliation, mais ce que les Russes considèrent comme une humiliation, à tort ou à raison, mais bon, on peut quand même le considérer, c'est de voir que la proposition qu'ils auront faite pour faire avancer l'histoire est considérée comme totalitaire, comme nulle et non avenue, et se voit de plus en plus réduite
du nazisme. C'est-à-dire que finalement, le soviétisme est l'équivalent du nazisme. Et l'équivalent du nazisme, oui. Et donc, c'est aussi le sacrifice qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale qui est rendu presque invalide. Mais c'est vrai, ça. Où on considère... On oublie ce sacrifice. Voilà, et aussi, c'est une certaine façon d'humilier la Russie au sens où ce que vous avez fait pendant 70 ans, en fait, vous croyiez que vous étiez l'avant-garde de l'humanité et vous étiez... Et vous êtes planté. Voilà, et même pire, vous étiez totalitaire. Donc votre proposition a été nulle et non avenue. Tout ce que vous avez fait est médiocre. C'est mal entendu d'abord par les Russes, mais c'est aussi mal entendu par un certain nombre de pays du Sud global qui ont eu de l'aide de la Russie pour la décolonisation. Et ça nous rentre dans une... Ça, c'est encore autre chose. Alors, on n'a pas fini de parler de Kojève parce que, si j'ai bien compris, donc le tome 2 de Sophia paraît l'année prochaine, c'est ça, au premier semestre de 2026. Voilà, oui, c'est vrai qu'on n'est qu'en 2025. Donc, on vous remercie beaucoup, Rambert Nicolas, d'être venu aujourd'hui nous parler de toutes vos recherches, de tous vos travaux. Et nous prenons donc congé et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission le 11 octobre à 18h30.